En 1997, David Vallat est condamné à 6 ans de prison. Il est accusé d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il est impliqué dans les réseaux du groupe islamique armé. À sa sortie, cet ex-djihadiste change radicalement de vie. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on revient à une vie, si l'on peut dire les choses comme ça, sans djihad? Est-ce que c'est de se trouver un objectif? Est-ce que c'est de réapprendre à vivre normalement? Est-ce que c'est le quotidien? Est-ce que c'est la religion qui disparaît peut-être? Je ne sais pas. Non, non, c'est une série de paliers de décompression. Il faut revenir à une vie normale, tranquillement, lentement. Alors ça passe par le travail. Je me suis jeté à corps perdu dedans. Je suis passé d'ouvrier à cadre en une décennie. Je prenais tout. Les heures sup, les week-ends, le sale boulot. Il fallait combler le vide. Voilà, il fallait que je m'occupe l'esprit. Il fallait vraiment que je pense à autre chose. Et j'ai évolué dans mon travail parce qu'il fallait que je me nourrisse l'esprit de l'ensemble des aspects techniques de celui-ci, ce qui m'a permis de progresser. Mais c'est le contre-coup positif de cette action de s'occuper. Il fallait absolument que j'ai autre chose à penser qu'à mon passé. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, à quelqu'un qui est tenté, qui voudrait s'engager dans cette voie, dans la voie que vous avez connue, vous, celle de djihadiste? On leur promet le paradis dans l'au-delà, mais c'est l'enfer sur terre qu'ils vont vivre. Tout simplement. C'est soit la prison, soit le handicap, soit la mort, soit la blessure, soit perpétrer des exactions, soit être témoin de celle-ci et ne pas s'y opposer, vivre avec. C'est souvent la dépression, l'alcoolisme et tout ça qui arrive dans la foulée derrière, parce qu'il faut le gérer. David Vallat se convertit à un islam pacifique à l'âge de 15 ans, dans son quartier, sur un simple banc, avec un copain. Mais c'est la guerre en Bosnie qui débute en 1992 qui provoquera le début de sa radicalisation. Ce qui me fait me radicaliser réellement, c'est lorsque j'entends parler des événements de Yougoslavie. Il y a notamment un témoignage d'une femme de Médecins sans frontières qui, lors du 12-13, relate ce à quoi elle a été témoin sur place. Et elle décrit des scènes d'exaction terribles. Ce qu'on nous présente comme des opérations de maintien de l'ordre de la police ne sont ni plus ni moins que des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre cette décision de partir en Bosnie, puis après en Afghanistan? Je viens d'effectuer mon service militaire en tant que chasseur alpin au 15-9 de Briançon, c'est de l'infanterie alpine. J'ai une très bonne formation, je suis jeune, je suis plein d'élan, je suis enthousiaste. La mort pour moi c'est pour les plus de 40 ans, ça ne me concerne pas. Et je me dis que je ne veux pas porter le poids du regard détourné sur ce qui se passe en Yougoslavie. Qu'ils aient été musulmans à ce moment-là est presque anecdotique. Ils auraient pu être catholiques ou orthodoxes, mais subissant ce qu'ils subissaient, ça ne m'était pas supportable. Et sur place, nous faisons connaissance avec des jeunes de la péninsule arabique. Il y a des Yéménites, des Saoudiens, des Koweïtiens, des Qataris. Et tous sont d'un élan et d'une gaieté pour aller au combat. Que je me dis, il y a peut-être un truc à voir là-dedans. Et c'est là que j'adhère à cette idéologie. Et effectivement, elle me permet d'éluder complètement la terreur que peut me conférer de mourir de façon anonyme ou de torture ou dans une cave ou en prison. Ça devient presque non plus une peur que vous confère la mort, mais un souhait. Une fois que vous souhaitez mourir, plus rien ne vous arrête. On me file un fusil de chasse contre un tank et j'y vais. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous pensez djihad, vous dormez djihad, vous mangez djihad, vous voyagez djihad, vous êtes tout. Votre intellect, votre réflexion, vos efforts, votre travail, tout est tendu vers ce point ultime où vous allez soit l'avoir sur l'adversaire, le dessus, soit gagner plus encore s'il vous tue, le paradis. De toute façon, vous êtes gagnant, quel que soit le scénario. À quel moment vous vous êtes dit « stop » ? Le fait de me faire arrêter... Alors, pour bien comprendre, vous êtes arrêté, pourquoi? Et qu'est-ce que vous avez fait précisément? J'ai participé au réseau logistique de ceux qui passeront à l'action violente en France. Donc vous êtes impliqué, pour dire les choses simplement, vous êtes impliqué indirectement dans la logistique des attentats de Paris de 95. Ouais. Et donc vous êtes arrêté pour cela, condamné dans un premier temps à 6 ans de prison, je crois, puis à 5 ans en appel. En appel, exact. Et là, vous partez en prison. Est-ce que c'est le premier déclencheur, le premier signal d'alerte pour vous? Est-ce que c'est le moment où vous vous dites « il faut que j'arrête » ? La prison, je m'étais préparé. Dans ma tête, j'étais formaté à 15-20 ans minimum. Donc quand on parle de 10 ans, 10 ans encourus... Ça ne fait pas peur. Non. Mais en revanche, parce qu'elle fait partie des options possibles, il peut y avoir le handicap, la mort, la prison ou la victoire. Pas de marche arrière. Jamais.
En réalité, je comprends bien que ceux que je considère être mes ennemis me traitent bien mieux que ceux qui ont le malheur d'être considérés comme tels lorsqu'ils tombent entre nos mains. Et ça me parle. Alors que j'ai une posture belliqueuse vis-à-vis de mon pays, celui-ci ne me rejette pas comme être humain. Donc la prison, pour essayer de résumer, c'est le début du changement pour vous peut-être. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé quand vous êtes sorti à reprendre une vie normale, disons les choses comme ça? Le fait que j'ai réussi, à mon grand étonnement d'ailleurs, à m'inscrire à l'université d'histoire de Bordeaux. J'obtiens une bourse universitaire ainsi qu'une chambre au Crous. Donc quand je sors, j'ai où aller et quoi faire. Et surtout, je ne retourne pas à Lyon. Je ne risque pas de retrouver d'anciens amis, entre guillemets. Donc quelque part, il y a une césure géographique, il y a une occupation pour l'esprit, à savoir les bancs de l'université, et un endroit où me poser tranquillement. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Paris au mois de novembre, au mois de janvier précédent, à Bruxelles au mois de mars, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'il faut absolument tout faire pour ne pas que ça recommence. Même si je sais qu'il y a des risques énormes pour que ça recommence, mais il faut s'atteler au travail dès aujourd'hui, notamment s'agissant de l'idéologie. Si nous faisons uniquement du sécuritaire, nous allons couper les têtes d'une hydre qui vont repousser. C'est au corps de celle-ci qu'il faut s'attaquer, notamment au niveau idéologique. Vous auriez pu, vous, dans votre engagement, lors de votre engagement, vous auriez pu, vous, participer à des attaques comme celles qui ont eu lieu en Europe ces derniers mois? Jamais. J'ai toujours été de ceux qui disaient que lorsque l'on s'en prenait aux civils, nous nous couperions fatalement d'une assise populaire qui est indispensable pour pouvoir renverser un État. Il n'est pas possible de mener une révolution subversive sans une assise populaire. Donc ça, je l'ai toujours déclaré, parce que ça parle de ça tout le temps. En revanche, j'aurais pu faire partie de l'équipe qui a décimé Charlie Hebdo. Ça, à l'époque, je l'aurais validé. Pourquoi? Parce que c'était pour nous, à l'époque, les gens qui fournissaient l'idéologie de ceux qui se battaient contre nous physiquement. De cette vie que vous avez vécue, cette vie de djihadiste, il vous arrive d'avoir de la nostalgie? Jamais. Jamais. Et est-ce que vous avez des regrets? Je n'ai jamais commis l'irréparable selon mes critères. Je n'ai jamais franchi le Rubicon de mes limites. Et je n'ai pas à supporter le poids de la culpabilité de ce que j'aurais à regretter. D'ailleurs, le terme repenti, je le récuse. Le repenti n'est jamais que l'autre versant de la demande de pardon. Je demande pardon à personne. J'ai effectué ma peine et selon mes critères à moi, je n'ai jamais... Alors, j'avais une règle, ne jamais tirer le premier. C'est compliqué parce que vous avez intérêt de riposter vite et de façon précise. Mais c'est toujours ce que j'ai fait. Ne jamais être le premier qui tire. Comme ça, derrière, je suis tranquille. Ma conscience, elle roule. Et si vous aviez été dans cette rédaction de Charlie Hebdo, vous n'auriez pas tiré le premier? Si, parce qu'il s'agissait de journalistes. Mais j'aurais peut-être tué d'abord le policier, qui était armé. C'est cynique, hein, c'est terrible de dire ça, mais c'est réellement l'état d'esprit de ces gamins.